Eh bien, je vous propose de démarrer. C'est parti. C'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine et je suis un Calmos. Guillaume. Benoît. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, je suis un peu caché parce que je présente les slides et je suis également un Calmos. Et bonjour à tous, Guillaume Mortier, je travaille chez Leroy Merlin et je suis Calmos depuis avril 2018. Alors, Calmos, c'est un nom commun, singulier, pluriel, masculin, féminin. Un Calmos, une Calmos, des Calmos, 100% invariable, qui signifie membre émérite du Calme. Le Calme, c'est le collectif Agile Leroy Merlin, l'acronyme du collectif Agile Leroy Merlin. Voilà qui nous sommes. Moi, je m'appelle Antoine Douché. Je travaille pour une société qui s'appelle Norcis. Et donc, j'ai été Calmos pendant ces 3 dernières années, d'avril 2018 à mai 2021. Moi, Benoît, je suis également de la société Norcis et coach agile, facilitateur et product owner. Et je suis Calmos depuis mai 2018. Bon, moi, je me suis déjà présenté, Guillaume, leader du Calme et coach agile, Calmos depuis avril 2018 également. On est là aujourd'hui pour vous raconter notre histoire. Alors, gardez votre calme. Vous allez voir, ça n'est pas de tout repos. Et on est démarré. Alors, tout d'abord, l'histoire qu'on va vous raconter là tout de suite n'aurait pas été possible et ne le serait d'ailleurs toujours pas encore aujourd'hui sans les autres Calmos que vous pouvez retrouver sur ce slide. Certains ne sont restés que quelques mois, la plupart des années, et en font encore partie. Donc, je leur adresse à tous un très grand merci. Merci à Jérôme, Julie, Thomas, Mickaël, Vincent, Sarah, Denis et Adrien qui se reconnaîtront avec leurs petites photos. Et donc, beaucoup sont dans la salle, ici présents. C'est vrai. Alors, tout d'abord, un petit peu de contexte et quelques mots rapides sur Leroy Merlin. C'est donc, comme vous le savez tous, le leader du bricolage en France, une des business units du groupe ADO. C'est plus de 140 magasins, environ 25 000 collaborateurs et fraîchement élu enseigne préférée des Français cette année 2021. Mais c'est avant tout des valeurs très fortes, des collaborateurs qui sont portés par une vision 2025 et un modèle de leadership. C'est donc un terreau fertile, un terrain de jeu immense et favorable à la mise en place et au déploiement de l'agilité. C'est des collaborateurs tous leaders, impactants, autonomes, responsables, avec une vision qui nous invite à travailler en rupture avec nos modes de fonctionnement habituels et avec des modes de fonctionnement agiles. C'est donc une transformation agile qui s'inscrit dans la continuité d'une transformation culturelle et managériale qu'on connaît ces dernières années. Alors, en tant qu'agilistes, nous adorons partager nos expériences. Nous-mêmes, nous nourrissons de celles de la communauté. Le Calme, le collectif Agile Leroy Merlin, fête aujourd'hui ses 3 ans et notre parcours s'est dessiné au travers des différentes transformations vécues dans l'entreprise et que nous avons prises vraiment comme des opportunités pour agrandir notre terrain de jeu. Alors, sur ce parcours, qui avons-nous rencontré et qu'avons-nous pu leur apporter ? Comme toute aventure, nous avons vécu des réussites, des difficultés, des échecs, mais cela nous a vraiment permis d'apprendre et de grandir collectivement et individuellement. Avant toute chose, nous tenons surtout à préciser que cette conférence ne décrit pas la solution idéale pour accompagner une transformation culturelle d'entreprise. Notre démarche Calme n'est certainement pas réplicable dans tout contexte d'entreprise. Alors, il s'agit vraiment bien d'un chemin d'adaptation, d'expérimentation, d'apprentissage et aussi de l'humain. Mais au fait, c'est quoi une transformation culturelle ? Tout ce que l'on sait, nous, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Ça touche les valeurs d'entreprise, ça invite à des changements de culture, de structure, de processus, de comportement, et aussi autour des services et des produits qui sont livrés aux clients finaux. L'objectif derrière, c'est d'essayer d'améliorer la satisfaction des employés, le bien-être, tout en augmentant la productivité, ce qui est autour de la performance. L'engagement des collaborateurs est forcément un des leviers très importants là-dedans. En tout cas, dans notre contexte, dans l'entreprise, cela fut appuyé par des défis à relever. Il y a la concurrence qui est de plus en plus digitale. Leroy Merlin a des concurrents de type pure player, type Mano Mano ou Amazon. Et il y a également aussi comment répondre aux nouveaux usages des clients qui sont d'une manière plus digitaux. Voilà pour le topo. Place désormais à notre histoire. Le premier chapitre de cette histoire commence donc en mai 2018 et finalement tout commence par une demande qui émane des responsables du site internet Leroy Merlin qui représente un petit peu une dizaine d'équipes IT
et qui sent qu'en fait, chacune de ces équipes font un petit peu de l'agilité dans leur coin et il aimerait savoir comment on peut les accompagner, comment on peut les faire progresser et aussi où est-ce qu'elles en sont un petit peu dans leur agilité. Et donc, il va émettre ce besoin à Guillaume, qui était responsable de l'agilité de manière transverse. Et Guillaume va chercher des renforts pour répondre à ce besoin. Et l'idée qu'on a eue, déjà, c'était pas de pousser juste une méthodologie, de dire il va falloir rentrer dans tel cadre, mais plutôt une démarche. Cette démarche, elle est essentiellement appuyée sur des valeurs, c'est-à-dire basée avant tout sur l'auto-évaluation et aussi s'adapter au contexte de chaque équipe et leur proposer une solution qui va être personnalisée. Il nous faut aussi une approche qui permette finalement du coup de comprendre le contexte de chaque équipe dans un temps assez court pour se rendre utile très efficacement et très rapidement. Donc, deux principes forts quand on a démarré finalement pour essayer de répondre à ce besoin, c'était déjà, on va pas évaluer les équipes, on va leur permettre de s'auto-évaluer et surtout, on va essayer d'adapter notre proposition d'accompagnement au contexte de chaque équipe. Pour ça, on a créé un atelier qui s'appelle le bilan de santé. Donc, inspiré du Squad Health Check de Spotify, désolé pour l'accent. Et donc, l'idée, c'était sous un format ludique et plutôt interactif de faire des sous-groupes dans les équipes, de mettre un coach par sous-groupe et de proposer finalement une fiche autour des principes de l'agilité et pas des pratiques. L'idée, c'était pas de leur demander s'ils faisaient bien tel rituel, s'ils avaient autant de colonnes dans leur pilotage visuel, mais bien s'ils considéraient que leur communication ou leur niveau de collaboration était efficace, est-ce qu'ils considéraient que leur démarche d'amélioration continue portait ses fruits, etc., etc. Donc, s'ensuit une période d'observation et de recommandation et surtout, très important, donc une fois qu'on voyait ces équipes-là derrière, on s'inspirait, on observait un petit peu comment elles fonctionnaient, on proposait un accompagnement. Différentes réactions, différentes choses. Tout d'abord, on a insisté sur les valeurs de cet atelier qui étaient du coup, on vous propose un accompagnement, on ne vous l'impose pas et surtout, la restitution qu'on en fait, l'observation qu'on en fait, on le transmet uniquement aux équipes et on ne le transmet pas aux managers. Et les différentes équipes qu'on va pouvoir voir, qu'on va pouvoir accompagner, ne sont pas comparées entre elles. On ne va pas comparer tel bilan de santé avec un autre bilan de santé d'une autre équipe. Par contre, on peut se permettre de remonter des problématiques communes pour amener, à partir de la direction du domaine, des actions qui seraient plus transverses. L'une des premières réactions, il y a un petit sentiment de flicage quand même auprès des équipes qu'on aperçoit, c'est qui ces gens, pourquoi ils viennent nous voir et finalement qu'est-ce qu'ils vont en faire. Est-ce que vraiment on doit, si on s'auto-évalue, est-ce qu'on doit vraiment être franc et sincère? Parce que finalement, est-ce qu'on n'a pas juste intérêt de dire que tout va bien, on a des feux verts partout, on pense qu'on est une super équipe et du coup, on s'en sortira mieux. Et est-ce que ça va nous permettre de progresser? C'est là la question. Pour répondre un petit peu à ces différentes problématiques, on a senti le besoin du coup de communiquer sur qui on était, qu'est-ce qu'on voulait faire et c'était quoi nos valeurs. Et finalement, c'est comme ça qu'est né le calme, cette identité, ce collectif. C'était ce besoin de dire, mais non, en fait, on n'est pas là pour vous fliquer et voici un petit peu notre identité et nos valeurs pour qu'on puisse mieux nous comprendre et que les équipes qu'on a accompagnées comprennent notre démarche. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour créer une identité? Donc on est parti avec un nom, le CAN, le collectif Agile Leroy Merlin, une petite identité graphique, histoire de visualiser, et puis surtout des valeurs. Nos règles d'équipe, c'était on s'adapte, on est là pour vous aider dans vos problématiques, pour atteindre vos objectifs, on n'impose jamais rien, et on essaye dans tout ce qu'on fait d'avoir une approche ludique et axée sur la pratique, le partage. C'était dans l'idée de clarifier qui nous sommes, quelle est notre mission et quelles sont nos valeurs. Mais finalement, créer une identité et une valeur, un logo, etc., c'est bien, mais ça ne marche que si on sait la communiquer ou si on sait enraciner cette identité dans l'ensemble de l'entreprise ou auprès des équipes qu'on souhaite accompagner. Et puis, une fois que cette communication se fait, alors on l'a fait via différentes façons. Il y avait le réseau social de l'entreprise, sauf que c'est très limitant. Et du coup, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup communiqué. On s'est appuyé sur des relais, sur des équipes qu'on avait déjà vues pour disséminer un petit peu ces éléments.
Et puis, on a créé des événements. Alors, il y a eu différents blablagites, des séances de discussion. On a organisé différents événements de communication, des lunchs, des apéros, etc., juste pour présenter qui on était et qu'est-ce qu'on pouvait proposer. À partir de là, finalement, on a commencé à nous solliciter, mais en dehors du mandat sur lequel on était prévu. Parce que forcément, on avait communiqué à des équipes auxquelles on n'était pas prévu. Alors, on est parti et on a accompagné des équipes, même si au départ, on ne savait pas finalement est-ce qu'on a le droit de les accompagner. On va le faire et puis on verra bien comment ça se passe. C'est comme ça que ça s'est passé et en fait, à partir de ce moment-là, on est quasiment intervenu pendant ces 3 ans, uniquement sur sollicitation, sans avoir de mandat officiel. Et pourtant, on a vu beaucoup d'équipes, vous allez le voir. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous éclairer sur qu'est-ce qu'on leur a apporté finalement, ces équipes ? Alors, en termes d'apport à ces équipes, déjà, on a accompagné des équipes avec des niveaux agiles, différents. Il y avait des équipes qui étaient déjà plus matures, déjà plus en autonomie. Et dans ce cas-là, on est intervenu uniquement plutôt sur une posture de conseil. Après, d'autres équipes qui étaient plus en difficulté, qu'il fallait faire progresser. Là, on était plus sur l'observation des rituels, la proposition d'outils, d'ateliers divers selon les problèmes constatés. Et enfin, des équipes qui étaient accompagnées plus en proximité. Et là, on était plus sur la formation, le coaching personnalisé, opérationnel en proximité, en animant leurs rituels, en gérant leurs problèmes, etc. Donc, c'était pour nous du domaine du connu. C'était vraiment animer des ateliers qu'on avait déjà expérimentés, type Definition of Done, of Ready, le travail sur rôle et responsabilité, ou encore Commonize, par exemple. On a aussi construit, animé sur des ateliers pour des demandes un peu plus spécifiques, comme par exemple la création d'une nouvelle équipe, les aider à reposer une vision produit, une vision équipe, leur donner du sens. Et ce qui était aussi intéressant comme apport, c'est qu'on a rencontré des problématiques communes, ce qui nous a permis de remonter des irritants, des problématiques à la strate managériale, par exemple l'éloignement fort des métiers et des équipes IT. Certaines personnes des équipes de réalisation n'avaient jamais rencontré de métier du tout depuis le début du projet. Et donc en remontant ce problème, on est arrivé à par la suite des personnes du métier qui venaient passer plusieurs jours par semaine en proximité des équipes. C'est le genre de choses qu'on a pu apporter. Keep calm and change mindset. Deuxième transformation que l'on rencontre autour de septembre 2018. Alors, on observe des changements structurels au sein de ce qu'on appelle les services internes. Ce sont les collaborateurs plus métiers qui travaillent au sein de la centrale. Et donc, des changements vraiment de structure qui avaient lieu. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les réorgs. Et certainement, vous en vivez, vous de votre côté. Ces réorgs, ça redéfinit des équipes, des métiers, des rôles, voire et aussi également des interactions. Là où chaque collaborateur, finalement, va réagir à sa manière. Et puis, dans l'entreprise, le terme agilité, il était largement utilisé, largement diffusé, alors lors de discours de dirigeants, de managers. Et du coup, la question que l'on s'est posée, nous, en tant que Calm, c'est est-ce qu'on pouvait avoir un rôle à jouer là-dedans ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller aider ces équipes métiers, donc nouvelle population à adresser, à aller les aider vraiment à passer vers un monde plus agile ? Pour nous, l'agilité ne s'arrête pas qu'au niveau de l'IT, comme on l'a vu sur le chapitre précédent, avec la partie delivery. L'agilité, elle doit bien être présente dès le début de la chaîne, et ce, du coup, dès les phases d'idéation, de découverte, et c'est vraiment bien ce public-là qui est concerné. Mais avant vraiment de se lancer vers ce public, pour nous, tout de suite, il était déjà temps de reposer notre vision, et ce, pour avoir une communication beaucoup plus ciblée vers ce public. Alors, on pose cette ambition de l'entreprise 100% agile. Alors, pour nous, c'est très ambitieux, surtout qu'on était à cette époque une équipe de 5 personnes, mais finalement, c'est challengeant. Ça nous donne vraiment un objectif d'équipe, quelque chose où on va essayer de avancer ensemble. On se positionne comme des accélérateurs de l'agilité au sein de l'entreprise, en étant en soutien, en accompagnement des équipes qui en ressentent le besoin. Et on va compléter cela par une offre de service sur les actions sur lesquelles on peut intervenir, donc de la sensibilisation, de la formation, de la facilitation, du conseil et de l'accompagnement. Donc à ce moment-là, on voit qu'on élargit notre spectre d'action et qu'on pourrait adresser vraiment un plus large public. Très vite,
et ben on commence à avoir des leaders d'équipe qui nous contactent pour animer très souvent des journées équipes. Alors, et finalement sur des thématiques qui sont assez cohérentes avec le contexte qui était vécu. On voyait des thématiques autour de la sensibilisation à l'agilité, des séquences de travail collaboratives pour redéfinir des modes de fonctionnement, des rituels, tout en apportant de la cohésion d'équipe. Alors parfois on nous demandait même directement d'avoir la boîte à outils. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que nous refusions directement. C'était vraiment contraire, nous, à nos valeurs, parce que ça n'a aucun sens de donner des outils sans en comprendre le sens et le pourquoi. Alors principalement, comme l'a dit Antoine, c'est qu'on utilisait le ludique, mais dans nos animations, alors, essentiellement sur l'apport de l'agilité, nous constations qu'il y avait pas mal de manques vis-à-vis des attentes de la part de ces profils métiers. Et pour corriger ce problème, en fait, on se lance dans la création de notre propre atelier, qu'on appellera le Calm Paradise, qui permet de reprendre l'ensemble des concepts de l'agilité qui intéressaient ces profils métiers, allant vraiment de la création de l'équipe, de l'idée d'un projet, jusqu'à la réalisation de manière itérative, à une île sur base de Lego. C'est un atelier qui finalement, après l'avoir joué, s'est révélé vraiment très apprécié parce qu'il donnait vraiment le sens au travers d'un sujet effectif et par conséquent, ces profils arrivaient à mieux se projeter dans ces valeurs et principes de l'agilité. Alors pour rappel, nous n'avions pas pour mission vraiment de sensibiliser toutes les équipes aux métiers existantes. On était toujours en fonctionnement par sollicitation, mais vraiment grâce à cet atelier qui était vraiment adapté et sur mesure, et les contacts qu'on avait déjà commencé à tisser avec nos précédentes expériences, on a eu vraiment de plus en plus de services métiers qui nous ont sollicités, du marketing au web, en passant par les ressources humaines, la finance, la relation client, et tant d'autres. Donc on commençait vraiment à toucher pas mal de services au sein de l'entreprise. Et ce, vraiment uniquement par le bouche à oreille. On avait des cas sur j'ai su que vous aviez animé pour telle personne, j'aimerais avoir la même chose. Bon, sur ces types de demandes, vous dites ok, mais on va peut-être en discuter avant de rejouer pour qu'on comprenne un peu mieux ton contexte. Une fois qu'on avait joué avec ces équipes de la sensibilisation sur l'agilité, on s'est aperçu que notre action de facilitation allait vraiment encore s'élargir davantage, et c'était vraiment tant mieux pour nous. Avec certaines équipes, nous avons pu aller vraiment plus loin sur des sujets divers et variés pour aller traiter des sujets comme par exemple comment créer une offre de service en mode itératif en utilisant un MVP, ou comment changer la manière d'écrire une stratégie de marché, ou alors comment mettre en place une démarche d'expérimentation, comment construire une vision produit ou faire des retours d'expérience sur une démarche que nous avons déployée. Bref, on avait des types de demandes qui étaient vraiment totalement variés. Et pour cela, on utilisait vraiment, nous, nos outils, nos techniques sur lesquelles on s'inspirait, qui viennent de l'agilité. Alors pour nous, c'était vraiment une vraie satisfaction. Lorsqu'un demandeur venait vers nous, il venait directement en disant « j'ai une problématique, j'aimerais faire un appel au calme ». Pour nous, ça nous montrait vraiment la confiance que ce public avait dans nos interventions, l'utilité qu'on pouvait avoir. Mais finalement aussi, ça montrait que eux, métiers, ils avaient vraiment une envie de fonctionner différemment, de changer les choses, de comment ils adressaient les sujets. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal lorsqu'on est en pleine transformation culturelle. Et puis nous, nos atouts en tant que collectif qui était vraiment positionné en interne, on avait vraiment une connaissance du terrain. Alors pas de leur métier, et du coup, c'était vraiment une neutralité sur leur sujet de fond. Et puis aussi, on avait aussi une disponibilité, une réactivité beaucoup plus forte, des demandes pour jouer un atelier sur la fin de la semaine. Bon, on essayait toujours de s'arranger pour essayer qu'on arrive à adresser le sujet. Et toutes ces interventions avec son métier, ce qui a été important aussi pour nous en tant que collectif et qui accompagnons certains changements dans l'entreprise. Donc toutes ces interventions nous ont vraiment permis aussi de tisser des liens avec d'autres acteurs du changement dans l'entreprise. C'est ainsi que, par exemple, avec le Calm Paradise, cet atelier a pu être inscrit sur les catalogues des formations. Et la coopération avec les services, finalement, ça a permis d'avoir de l'information complémentaire, d'anticiper aussi des sollicitations, et ce sont aussi pour nous de parfaits relais
dans l'entreprise. Alors finalement, Guillaume, qu'est-ce que ça a changé chez ces profils métiers dans l'entreprise? Alors pour ces profils métiers, en fait, on les a aidés à travailler sur leur cohésion d'équipe pour avoir une meilleure collaboration. On leur a donné aussi, on a donné du sens à ce collectif au travers de leur vision. C'était aussi leur rappeler de bien être client-centrique, de collaborer avec son client, prenant soin de bien recueillir du feedback, pardon. On a aussi les aider à faire simple. J'aime bien cette phrase, mieux vaut le fait que le parfait. Vraiment à essentialiser avec des notions comme le MVP, la priorisation, le découpage des sujets. J'ai souvent entendu dire, mais on a des sujets énormes, par quel bout le prendre, c'est des monolithes. L'expression, maintenant il faut qu'on découpe le mammouth qui a été souvent réutilisé. Voilà, c'est vraiment découper ces sujets et savoir par quel bout les prendre. Et avec tout ça, bien sûr, mettre du rythme au travers d'une démarche itérative et des rituels. Et bien sûr, leur donner des outils de suivi, de pilotage et de décision avec le pilotage visuel. Vraiment, c'était comment on s'anime autour de ces sujets, par quel bout on les prend et comment on découpe tout ça. Et comment on s'anime autour de ça. Il y a aussi, bien sûr, les faire adopter une démarche d'expérimentation, par exemple. Il y a aussi, suite aux différents réorgs, on les a aussi à dédramatiser un petit peu ce que c'était que l'agilité, parce qu'on du jour au lendemain, on change nos modes de fonctionnement, nos modes de gouvernance. On vous dit d'être agile sans savoir ce que c'est, donc ça fait un peu peur. Et on les a formés, on a mis de la pédagogie qu'il fallait, on leur a apporté le langage commun, et on a démystifié certains termes qui pouvaient faire peur, comme backlog, sprint ou scrum. Et finalement, on était un petit peu les brassards pour leur apprendre à nager avant de les jeter dans le grand bain, quoi. Merci Guillaume. Alors, le prochain chapitre, finalement, Keep Calm and Synchronize People. En fait, on voit qu'au démarrage, on a accompagné des équipes plutôt IT. Quelques mois après, avec le bouche à oreille et puis le début de la transformation de l'entreprise vers l'agilité, on a commencé à sensibiliser, à accompagner des équipes métiers. Et puis, après quelques mois, voire déjà 1 an d'existence, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des problématiques pour que les équipes métiers et les équipes IT se comprennent et performent finalement. Et donc, on est arrivé dans un contexte où, au fur et à mesure des interventions, on se rend bien compte que nos accompagnements, ils fonctionnent, les équipes commencent à agiliser et à être un peu plus performantes, mais parfois, ces accompagnements, ils sont trop limités pour les aider véritablement dans l'atteinte de leur objectif, parce qu'ils rencontrent des problèmes plus structurels, plus systémiques sur la synchronisation avec leur écosystème. C'est dommage parce que cet écosystème, nous, on leur parle aussi, on les accompagne aussi finalement. L'écosystème d'une équipe IT qui peut être les équipes métiers, etc. Et du coup, voilà, et ça peut créer des problèmes de gouvernance, d'arbitrage. Et donc, encore une fois, là, est-ce qu'on peut pas finalement intervenir et les aider pour aider ça? Et donc, on a, plutôt que de proposer une méthodologie, on a proposé déjà une philosophie. La première étape de cette philosophie, c'est on va pas suivre de règles ou de framework à l'échelle, mais on va plutôt aller chercher à adapter, encore une fois, au contexte de chaque domaine, le bon rituel avec les bonnes personnes. Les bonnes personnes dans le bon rituel, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup animés. Et l'un des premiers éléments qu'on a voulu mettre en place, c'est du visuel. Du visuel et encore du visuel. Pour déjà savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, suivre l'avancement, mais aussi permettre à chacun de communiquer sur son identité d'équipe, sur ses indicateurs, sur la vision de son produit, identifier les dépendances et surtout le rendre transparent. La première étape pour la synchronisation, c'est se comprendre, et la transparence, c'est déjà, voici c'est quoi mon contexte et je vais t'aider à le comprendre. Donc, la réalisation de pilotage visuel, l'accompagnement là-dedans, ça a été la première étape pour faciliter la synchronisation des personnes. La deuxième étape, ça va être mesurer, suivre l'avancement finalement pour faciliter un petit peu la priorisation, l'anticipation. L'idée, c'était d'accompagner aussi la partie stratégique sur l'écriture des objectifs d'impact et non de fait. On n'est pas dans « j'ai envie de mettre en prod tel produit avec telle fonctionnalité dans 3 mois », mais plutôt « j'ai envie d'apporter cette valeur dans 3 mois ». Libre à vous de décider comment le faire. Ça permet du coup, voilà, laisser la liberté, entre guillemets, à chaque product owner de définir ses priorités, ses objectifs stratégiques sans être enfermé trop dans des plans de release avec des périmètres fixes. Et une fois finalement qu'on a des indicateurs et qu'on a du visuel, notre rôle, ça a été de faciliter les rituels et de maintenir le rythme de chaque cercle qui sont présents dans l'illustration sur des temporalités différentes. C'est-à-dire qu'une équipe
aller faire son planning et sa démonstration, sa rétrospective, souvent sur des rythmes de 2 à 3 semaines, comme elle l'entend. On n'a pas imposé un rythme à certaines équipes. Elle allait se synchroniser avec les équipes autour d'elle dans une temporalité souvent différente et ils allaient aussi se synchroniser eux-mêmes. Et donc, nous, on a essentiellement facilité, on a appelé ça des itérations planning, des grands rituels de synchronisation où on faisait des démonstrations plus larges, où on allait se projeter souvent sur une temporalité de 3 mois en disant voici ce que j'ai réussi et voici un petit peu mon produit par rapport à ces 3 derniers mois, voici comment il a évolué, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui permettent de faire. Et puis, chacune présentée dans des forums ouverts un petit peu. Voici ce que moi, je propose, je prévois de faire dans 3 mois. Qu'est-ce que tu en penses? Tiens, je vais voir ce que tu vas faire toi dans les 3 prochains mois. Ah, mais là, en fait, moi, j'ai besoin de toi sur telle partie et tu as prévu de me le donner dans 2 mois et demi, alors j'en ai besoin dans 15 jours, comment on va faire? Identifier ses dépendances, encore une fois, mieux se comprendre, présenter aussi son identité, ses objectifs, ses enjeux, etc. L'idée, c'était de, du coup, partager les résultats, amener aussi de la reconnaissance entre les équipes et se synchroniser sur ce qui a été fait avant de se synchroniser sur ce qui reste à faire. Et puis, progressivement, amener vers l'autonomie de l'animation de ces rituels. Notre objectif à moyen long terme, c'est forcément de se rendre inutile pour que ça marche sans nous. Sur les premiers rituels, il y a une petite réticence, très honnêtement, des développeurs, voire même certains développeurs qui ont pris des congés le jour du rituel parce qu'ils n'avaient pas envie d'y participer. Ça arrive. Une de nos victoires, c'est de se dire qu'au fur et à mesure, l'extrême majorité aujourd'hui des équipes, ils trouvent un intérêt tout de même et participent et sont plus participatifs aussi et s'impliquent un peu plus dans ces rituels. On a essayé de changer la forme. On a même un des Calmos, Thomas, qui est dans la salle, qui a écrit des pièces de théâtre pour présenter un petit peu la vision ou l'objectif stratégique de tel produit, etc. Donc voilà, on a facilité pour rendre ça plus vivant, plus compréhensible, moins des indicateurs, des chiffres, on envisage plus 10 millions d'euros sur tel truc. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui parle, mais vraiment orienté sur les bénéfices et les produits. Et puis, arrivé en septembre 2020, la direction de l'entreprise lance les OKR. Alors, en 30 secondes, les OKR, pour ceux à qui ça ne parle pas, l'idée, c'est que c'est une méthode de management des entreprises dans laquelle on va écrire des objectifs inspirants, mais sauf que être le leader du marché, c'est bien, mais finalement, comment on fait? Pour ça, on a des KR, des key results, des résultats clés en français, qui vont venir poser la définition de la réussite de notre objectif par des indicateurs et des mesures qui sont non ambiguës et très, très factuelles. Avec, encore une fois, un objectif d'impact plus un objectif de fait. On s'intéresse plus à la valeur et aux bénéfices qu'on va amener plutôt qu'à quelque chose qu'on fait. Donc, finalement, c'était plutôt en accord et plutôt ressemblant avec ce qu'on a fait. Donc, nous, notre rôle, on a accompagné dans le déploiement de ces OKR. Encore une fois, on n'était pas forcément à l'origine de la démarche. Par contre, on l'a utilisé pour accompagner d'autres équipes sous une autre forme et on les a aidés à s'approprier le vocabulaire, à amener la pédagogie sur la méthodologie, à démystifier et puis faciliter dans l'écriture de ces objectifs et accompagner pour fixer les KR. Enfin, et puis à la fin, on a aidé dans le déploiement et la mise en rythme, faciliter les rituels, imposer le rythme, etc., etc. Donc, on a été plutôt facilitateur et catalyseur du déploiement pour un déploiement rapide et efficace de la méthodologie. Qu'est-ce que ça leur a apporté à ton avis, Guillaume? Alors là, en termes d'apport, déjà, c'était la mise en place d'un cadre avec le pilotage visuel, des rituels avec la bonne fréquence, les bons objectifs, les bonnes personnes, comme les itérations planning. Donc, on a pris des choses de safe, mais pas tout safe. On a mis en place entre les équipes un rythme commun. On a facilité leur synchronisation. Ça leur a permis de mieux anticiper, de limiter l'impact qu'il pouvait y avoir avec les nombreuses interdépendances qu'il pouvait avoir entre ces équipes. Ça nous a aussi permis de faire des arbitrages de priorisation entre les managers, c'est-à-dire qu'en fin d'itération planning, on avait parfois certains problèmes à gérer et à arbitrer, et donc les managers étaient là pour décider avec la bonne visibilité, et donc ça permet vraiment de faire des bons choix de priorisation. D'un autre côté, il y avait aussi certains domaines qui étaient moins avancés, moins matures sur l'agilité, ce qui fait que sur des rituels de synchronisation intra-domaine, c'était parfois compliqué parce qu'ils n'avaient pas le bon niveau d'information, la bonne granularité, les bons indicateurs pour pouvoir échanger avec les autres domaines. Et donc, on les a aidés dans leur intégration pour qu'ils puissent se synchroniser en leur donnant les bons outils,
la bonne granularité pour qu'ils aient la bonne information à apporter dans ces rituels. Et donc, tout ça, finalement, ça a permis d'accélérer le delivery sur certains projets et être plus impactant. Voilà. Voilà pour la partie un peu agilité à l'échelle. Notre dernier chapitre sur les transformations, le Keep Calm and Deploy in-store depuis septembre 2020. Alors, on poursuit toujours notre mission vers l'entreprise 100% agile, comme on s'était écrit. Et il restait une dernière population qu'on avait encore peu fréquentée, même si on avait commencé quelques expérimentations. Ce sont les magasins. Alors pour le coup, c'est un périmètre qui est vraiment important dans l'entreprise. Hein. On compte 140 magasins en France. Et le Cannes Paradise, avec le Cannes Paradise qui était inscrit vraiment au catalogue des formations, ça a pu vraiment nous permettre de tisser quelques contacts et d'aller sensibiliser déjà quelques magasins. On sentait vraiment cette envie chez eux de découvrir la méthode agile, comme ils aiment bien nous dire en début de séquence. Et ils verront que sur la fin, c'est pas uniquement une méthode. En tout cas, le Cannes Paradise leur apportait beaucoup autour du sens, de l'état d'esprit. Par contre, sur les feedbacks, il y avait quand même ce besoin de vouloir pratiquer sur de vrais sujets et de se mettre vraiment en mouvement beaucoup plus facilement. Et le déploiement finalement des OKR, qui a eu lieu en septembre 2020, ce fut pour nous vraiment un accélérateur sur cette population. Pourquoi ? Parce que il y avait l'un des OKR qui portait vraiment le fait de sensibiliser à l'agilité 100% des comités de direction magasin. Alors pour nous, on le prend comme une opportunité, et c'est comme ça qu'on a pu être vraiment embarqué sur le sujet, comme l'un des acteurs dans la démarche que nous avons pu co-construire. Et tout ça grâce à notre expertise et à nos précédentes expériences avec certains magasins. Notre conviction était vraiment de vouloir travailler en premier lieu avec la zone de conquête habitants, qui correspond à un regroupement de magasins et qui se compose entre autres des directeurs de magasins qui sont concernés. Et ensuite, on descend à un niveau magasin, au niveau magasin qui est juste en dessous, qui lui est représenté par les comités de direction. Et chaque comité de direction, lui, est composé des chefs de secteur, responsables RH, contrôleurs de gestion et du directeur de magasin. Ça représente à peu près 10 à 15 personnes selon le magasin. Là, toute cette approche, surtout, là où on veut vraiment s'appuyer, c'est de faire finalement du directeur de magasin un vrai sponsor et relais de la démarche afin d'embarquer plus facilement les collaborateurs en magasin sur la démarche agile qu'on leur propose. On voit bien que du coup, ça suit vraiment cette philosophie des OKR qui est on écrit des OKR, en tout cas sur l'écriture, qui est en lien avec la stratégie de l'entreprise. Alors comment on a animé tout ça en magasin ? Si on prend l'exemple qui est comme ici, sur une journée, l'objectif pour nous, c'est de les sensibiliser à l'agilité, également aux OKR, et de les lancer dans un cadre de travail sur des sujets transverses. On ne va pas révolutionner leur quotidien, mais on les fait travailler vraiment sur des sujets transverses pour pouvoir pratiquer. Et on essaye au maximum d'éviter tout ce qui est anglicisme, parce que pour eux, c'est pas facile et ça peut être vraiment une vraie barrière. Alors en début de journée, 2 à 3 sujets transverses sont identifiés et adressés par le directeur de magasin. Et pour chaque sujet, on constitue une squad de 4 à 5 personnes où à l'intérieur, il y a une élection d'un product owner qui sera le porteur du sujet. Le directeur magasin, lui, vraiment va se positionner comme un sponsor de ces squads, voire on pourrait même dire comme client de ces squads. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment laisser l'autonomie à ces squads d'aller craquer ces sujets jusqu'au bout. Et sur le cheminement de comment on amène ça, on demande aux équipes du coup d'écrire des OKR sur l'année qui est en cours, pour ensuite venir décliner cela sur des saisons qui correspondent à des trimestres, qui vont permettre du coup de réfléchir à la stratégie de comment ils vont adresser et atteindre leurs objectifs. À partir de là, on fait un focus sur le prochain trimestre, celui qui arrive, et sur lequel ils vont identifier quels sont les livrables qu'ils ont à fournir pour aller atteindre leurs objectifs. Et ensuite, on redescend au niveau plutôt sprint backlog, donc comment sur le mois prochain, quelles sont les actions et les tâches qui sont à mener pour créer ces livrables et commencer à avancer vers leurs objectifs. Ensuite, les squads définissent leur rituel de synchronisation
et également les rétrospectives, la démo qui sera commune avec les squads. Et ce qui est important, c'est que durant le premier sprint, nous, en tant que coach, on les accompagne pour vraiment les aider dans ce cadre de travail et pour qu'ils n'ont pas de difficultés dans la pratique. Pour information, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on est à peu près à 50% de magasins qui se sont vraiment lancés dans leur démarche et qui utilisent vraiment cette démarche vraiment itérative. Alors du coup, Guillaume, en faisant ça, qu'est-ce que ça a apporté à nos collaborateurs en magasin? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les collaborateurs en magasin, ils sont déjà un petit peu agiles sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils sont déjà animés par la satisfaction client, ils sont déjà proches de leur client final, ils gèrent beaucoup de runs avec beaucoup d'imprévus où ils doivent s'adapter. Autrement dit, le mindset agile est déjà en grande partie ancré sans savoir que c'était de l'agilité. Du coup, le vrai apport, il était plutôt au niveau des méthodes et des outils. C'est-à-dire que avec aussi l'apport de quelques grands concepts tels que le découpage, la priorisation des sujets, le MVP. Mais sinon, c'était vraiment le gros sujet, c'était de leur donner une structure, un cadre et des outils et comment on s'anime autour de ces sujets transverses. Donc, c'était poser un rythme, les rituels pour se synchroniser. Pour eux, le weekly, c'est vraiment le moment où on se voit avancer sur les sujets, on s'aligne et on s'organise et on ne les laisse pas mourir, on les oublie pas. Et on se voit donc avancer. C'était aussi les canaliser pour pas tout démarrer et finir les sujets qui sont élus comme étant prioritaires. C'est-à-dire que en magasin, il faut savoir qu'il y a énormément d'énergie. C'est des gens qui ont envie de faire plein de choses. Et fallait vraiment la fameuse phrase stop starting, start finishing, c'est-à-dire arrêtons de commencer et commençons à finir. C'était vraiment là. Sur quoi on se centre, on met le poids du corps et allons au bout et animons-nous autour de ça. Pardon. Et il y avait aussi cette notion de montrer leurs résultats et d'aller recueillir du feedback avec les démos qui aujourd'hui fonctionnent plutôt très bien avec les magasins. Et enfin, il y a eu les OKR stratégiques nationaux qui ont été déclinés dans leur magasin, qui leur permet aussi de savoir c'est quoi le bon sujet du moment à tous les niveaux de leur gars et sur quoi on doit mettre le poids du corps en ce moment. Voilà. Ok, gardez votre calme et on va faire une petite conclusion rétrospective. Il nous reste 10 minutes, on est hyper large. Première étape de ce bilan, un petit élément sur un peu le nombre d'équipes, le nombre d'interventions qu'on a pu faire au fil des années par rapport aux différentes équipes et à leur périmètre d'activité. On voit que finalement, on a gardé un petit peu un socle commun avec les équipes IT, qu'on envoie à peu près une trentaine par an, plus ou moins accompagnés, plus ou moins avec lesquels on passe plus ou moins beaucoup de temps, mais c'est pas très gênant. On commence à avoir de plus en plus d'équipes métiers, donc les RH, les services internes, au global, la communication, le marketing, etc. Et voilà, il y a l'accompagnement des magasins qui a explosé avec le déploiement des OKR en septembre 2020, et donc cette année, ça représente plus de la moitié de notre activité auprès de magasins et de comités de direction de magasins à Leroy Merlin. Un des éléments, c'est qu'on n'a jamais finalement été à l'origine de l'amorce du changement, l'amorce de la transformation. Par contre, on a toujours été dans l'accompagnement et le déploiement de ces méthodologies dans l'entreprise. Quand la demande a commencé à croître et qu'on a eu un panel de clients de plus en plus large, forcément, on s'est restructuré, on a renforcé nos exigences et puis aussi on a renforcé l'équipe. Et une notion aussi importante à avoir, c'est que finalement, la culture de l'entreprise a toujours été facilitante. Il y a un terreau culturel qui est propice à Leroy Merlin, à l'autonomie, à la prise d'initiative, à l'esprit de collaboration. On s'est beaucoup appuyé là-dessus finalement pour amorcer et pour faire nos accompagnements. Finalement, dans le bilan, on n'aurait jamais imaginé en arriver là au démarrage. Ça s'est vraiment fait pas à pas et on a été dans l'optique de jamais. En fait, on s'est toujours dit, faut pas rater l'occasion qui se présente. On a une opportunité, et on y va. Encore une fois, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. On va essayer et on laisse pas passer le train. On monte dedans. On s'est beaucoup appuyé sur les relais, c'est essentiel dans ce collectif. Quelqu'un qui nous sollicite, écoute, tu peux aller en parler à un tel, il fait à peu près le même métier que toi dans un autre domaine, il te dira ce qu'il en a pensé et quel bénéfice il en a tiré. Donc voilà, importance de communiquer aussi sur nos actions, de garder du contact avec ces relais, avec ces personnes, et puis mettre en valeur les succès et les réussites qu'on a pu avoir sur le terrain. Et toujours rester fidèle à son identité, à ses valeurs, les communiquer, et pas hésiter à refuser quelque chose si c'est pas en adéquation avec ses valeurs. Voilà un petit peu. Alors Ben, ce collectif, il est agile ou pas? Ce collectif, on fait un petit bilan. Ce que nous avons surtout appris sur nous, c'est que nous sommes vraiment différents d'une équipe opérationnelle. Alors, et surtout, appliquer à nous-mêmes ce que l'on conseillait à d'autres pouvait s'avérer finalement être complexe pour nous.
Si on parle du management visuel, ça a été vraiment complexe à trouver la bonne structure. Même je pense à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé notre solution idéale. Certainement lié à notre backlog aussi, étant donné qu'on fonctionne sur sollicitation. Alors on a plutôt finalement une vision, une visualisation des sujets qui est plutôt claire sur 2 semaines glissantes, on pourrait dire. Et puis les cérémoniaux agiles est essentiellement ce qu'on appelle le daily, voire pour nous c'est plutôt un weekly, donc une réunion de synchro une fois par semaine. Pareil, difficile à trouver le bon format. Partager notre actualité du moment, en fait, ça marche pas forcément. Il faut qu'on cherche d'autres choses. Mais au fil du temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on doit finalement se réadapter constamment vis-à-vis du contexte et des sujets que l'on traite, donc vraiment des sujets de l'entreprise. C'est ça qui nous fait obliger à se réadapter constamment. Et puis, peut-être l'une des grosses difficultés, c'est quels sont nos indicateurs ? Comment pouvons-nous savoir si nous avons été finalement utiles ? C'est difficile pour nous de définir comment on peut suivre la valeur que nous délivrons, à part aller voir quel est le ressenti de notre public après un atelier ou après un accompagnement. Bon, ce n'est que du ressenti. Finalement, ça n'a aucun sens vraiment pour nous de suivre un nombre d'interventions ou d'équipes suivies, si ce n'est pour avoir qu'une tendance. Alors, du coup, si vous avez des pistes, nous sommes tout oui, on peut en échanger. Mais notre leitmotiv, c'était surtout de maintenir une dynamique d'équipe, et je pense que c'est là-dessus que ça nous a fait vraiment vivre toutes ces années comme vraiment un collectif et comme une équipe. Et ça passait par la co-construction de nos modes de fonctionnement, l'écriture de nos objectifs, par tout ce qu'on pouvait avoir comme moment de partage de connaissances et de compétences. C'était autour de la préparation d'ateliers ou ce qu'on a maintenu sont nos journées mensuelles qui sont vraiment dédiées à cela. Et aussi par tout ce qui est les interventions en commun. On s'était toujours défini comme règle d'aller animer un atelier en binôme à minima. Et aussi tous ces moments de création de livrables, comme par exemple Calm Paradise, qui je pense pour la plupart d'entre nous dans le collectif, ça a été le moment le plus marquant pour nous, parce que on l'a sorti, on a passé pas mal de temps à sortir cet atelier de terre. Et la période Covid, finalement, elle a vraiment renforcé tous ces constats et ces problématiques. Et en plus, avec ce distanciel, en fait, on perdait en plus les moments qu'on avait en off lorsqu'on était ensemble au bureau. Et puis, peut-être un petit merci aussi pour Guillaume, qui finalement, même s'il a cette posture, il a vraiment cette posture de leader. Et finalement, il a vraiment été sur le terrain avec nous, à mouiller le maillot. Et du coup, au nom de l'équipe, je pense à un grand merci pour toute la confiance qu'il nous a donnée. Merci. Alors du coup, Guillaume, le futur du calme. Alors déjà, pour le coup du mouillé de maillot, je peux confirmer, parce que hier, on a fait un atelier toute la journée quadrillé par 35 degrés. Là, on a carrément bien mouillé le maillot. Ça, je peux te confirmer. Pour la conclusion, en fait, le calme, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est à un moment charnière. Parce qu'on est passé, il y a quelques années, à un petit collectif qui adressait quelques besoins au sein de l'enjeu digital uniquement. Et aujourd'hui, on est devenu un acteur de la transformation agile de l'entreprise. Donc, c'était pas simple, ça a nécessité des remises en question, plus de structure, plus de rigueur, plus d'exigence pour nous. On est passé de petit artisan à la petite PME. Il faut prendre le train en route et puis réussir à s'adapter. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a quand même quelques remises en question. On ressent la nécessité de reposer une vision, de se fixer des nouveaux objectifs, de réfléchir à comment on veut s'inscrire dans cette stratégie d'entreprise, comment on veut y contribuer, qu'est-ce qu'on veut faire du calme de demain, c'est la vraie question, tout en étant en adéquation avec les attentes et les besoins de l'entreprise sur le sujet, mais aussi avec notre vision à nous et nos convictions qu'on doit respecter. Il ne faut pas se renier non plus. Si on est aujourd'hui vraiment confronté à des problématiques d'agilité à l'échelle, on a des organisations qui sont très complexes, multi-domaines, multi-business units, qui sont à plusieurs vitesses, avec une gouvernance qui n'est pas simple non plus. Il y a énormément d'adhérence entre les équipes, entre les domaines. Et donc, c'est aujourd'hui la question, c'est comment on va adapter ces frameworks de mise à l'échelle à notre entreprise, se l'approprier, en faire notre propre domaine. Je suis persuadé qu'on ne peut pas s'appliquer un modèle clé en main comme ça chez nous. Il faut qu'on en fasse un modèle d'agilité à l'échelle made in Leroy Merlin. Donc voilà, c'est un peu les grosses questions du moment, les challenges du moment et où on en sommes, où on en est arrivé dans l'histoire. Et donc, si je dois résumer ce que c'est que le calme, c'est avant tout une histoire de personnes, des personnalités, des gens avec des convictions fortes, des valeurs qui sont chères et qui étaient importantes dans le recrutement, sur lequel j'ai toujours été vigilant.
C'est aussi un collectif dans une entreprise, un contexte avec un terreau très favorable, il faut se le dire aussi. Ça ne peut pas forcément marcher partout, j'imagine. Et merci à Leroy Merlin pour ça. Ce sont des rencontres, des opportunités qu'on a su saisir. On a su gagner la confiance petit à petit et le soutien de nos sponsors. Et c'est un collectif qui se confronte constamment à des nouvelles problématiques, des nouveaux enjeux, des nouveaux challenges, mais on y va. Comme disait Antoine tout à l'heure, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé et on y va. Le tout, c'est d'essayer de ne pas être en orthogonalité avec l'entreprise, mais on doit suivre notre chemin. Et donc tout ça, ça nous a amené à faire des choix, à se positionner, à s'adapter, mais toujours en faisant attention, comme je disais, à ne pas se renier. Qu'est-ce qu'on veut faire du CAM versus les attentes? Est-ce qu'on doit suivre simplement la vague ou en être acteur, se demander comment on contribue, comment on peut se rendre utile, comment avoir de l'impact, comment on se positionne, comment on respecte nos convictions et nos valeurs. Voilà, ceci était notre histoire. C'est l'histoire sur la CAM. Merci beaucoup à tous. Et merci à tous les Calmos également. Merci beaucoup. Qui se reconnaîtront dans la salle. On a 10 minutes pour les questions, on est dans un timing absolument parfait. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce talk, super intéressant. J'ai noté un certain nombre de questions, je vais appliquer une règle de premier arrivé, premier servi, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions, on n'a que 10 minutes, donc essayons de répondre rapidement. Alors, première question de Fred, êtes-vous exclusivement dédié à vos missions de coach interne? Alors, moi, je peux répondre à ça. Je ne l'étais pas au démarrage, je l'étais à 30% de mon temps, puis à 60% de mon temps, et j'ai fini par devenir un plein temps dessus. Par contre, tous les coachs qui ont rejoint le Calm, eux, étaient à 100% dédiés sur le coaching agile. Donc, c'était une mission temps plein. Ouais. Et aujourd'hui, pour répondre à une question, on est 8, mais pas tous, aujourd'hui, il y a 8 personnes, mais pas tous à temps plein. Il y en a qui travaillent pour d'autres clients. On peut être effectivement sur d'autres clients ou d'autres missions au sein de l'entreprise, comme pour mon cas où je suis aussi product owner à mi-temps. Mais en tout cas, on fait que du job de coach agile. Ok, super. Seconde question, sur les synchros globales ou les rétro globales, qui étaient les participants? Sur les rituels, les itérations planning, c'était tous les membres des équipes concernés par le domaine, donc souvent c'était un domaine. Après, au départ, c'était très très encouragé. Il y a certains où c'est devenu un peu plus facultatif vraiment. Ou alors on essayait aussi pour motiver les personnes à y inclure des présentations techniques, etc. Enfin voilà, j'ai essayé que tout le monde y trouve son compte. Mais du coup, c'était toutes les équipes incluses dans le domaine. Donc ça, en tout cas, c'était ouvert à tout le monde. Ouais, entre 100 et 120 personnes, souvent, ce genre de rituel. C'est surtout que le besoin derrière était aussi d'aller chercher une cohésion au sein d'un domaine. Le fait que tout le monde se connaisse, etc. Donc, si on commençait à diviser ou commençait à séculariser, ça n'allait pas marcher finalement. Mais après, voilà, à chaque moment de synchronisation, finalement, c'était toujours des adaptations. On réapprenait, on réajustait. Donc, on a fait finalement toujours des formats assez différents d'un à l'autre. Ok, merci. J'ai une question qui est apparue sur les slides, vous avez parlé des OKR, qui est, lorsqu'on parle des magasins, est-ce qu'on parle ici des managers ou des directeurs ouverts aux méthodes agiles? Question de Raziel. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, nous, les formations qu'on adresse dans les magasins aujourd'hui, c'est sur les comités de direction. Donc, c'est le directeur du magasin, la responsable RH, le leader performance ou contrôleur de gestion et l'ensemble des chefs de secteur. Ça, c'est pour la formation et l'écriture des backlogs, la mise en mouvement, poser des rituels et travailler sur leurs OKR. Ensuite, dans leur squad, quand ils vont être sur la réalisation, ils vont intégrer les autres membres du magasin. Ils peuvent très bien s'appuyer sur des responsables de rayon ou des conseillers de vente. Je ne sais pas si c'était la question. Raziel, est-ce qu'on a répondu à votre question? Parfait, merci. Super. Question de Guépi, est-ce que les relais, c'est-à-dire les sponsors, étaient connus avant de démarrer une action, ou est-ce que les relais se faisaient jour au moment de la sollicitation? Alors, on a parlé de relais, mais finalement, ce sont toujours ceux qui nous ont sollicités pour des ateliers ou des animations de journée, qui pour nous, qui sont très souvent des managers, des leaders, donc c'est des responsables d'équipe. Et finalement, c'est eux qui finalement on parle de relais parce qu'ils prêchaient la bonne parole de ce qu'on avait fait comme action. Et finalement, quand on avait une nouvelle personne qui venait vers nous, il nous disait toujours, j'ai eu écho par
par telle personne, vous avez fait un super atelier, ça a amené ça a amené tel changement. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer finalement dans mon contexte? Donc c'est ça le côté relais. On les a pas forcément visés avant coup, mais à chaque fois qu'on intervenait, eh ben on essaie de garder ce contact pour en faire des bons relais au sein de l'entreprise et qui prêchent la bonne parole pour nous. Enfin, qui nous en fassent une bonne pub, on va dire. Ok, super, merci. Question de Aurore. Au démarrage du calme, avez-vous dû gagner votre autonomie par rapport à la direction, ou bien est-ce que vous avez laissé carte blanche, par exemple sur le fait de ne pas remonter les bilans de santé, de ne pas appliquer un cadre avis standard? Si vous avez dû gagner votre autonomie, comment avez-vous fait? Alors pour le coup, alors c'est peut-être très spécifique à Leroy Merlin, à l'enjeu digital et peut-être à mon responsable, mon manager. Mais quand on m'a un peu donné les clés du camion sur le sujet, j'ai dit, vous voulez que je fasse comment? Est-ce que j'ai un mandat? Est-ce que je dois aller pousser? Est-ce que je dois attendre? Ils m'ont dit, tu fais comme tu veux. En gros, c'est toi qui connais le sujet, à toi de savoir comment il faut faire. Et donc le mandat, on l'a toujours eu. Et puis à partir de là, moi je me suis dit, si on me dit de faire comme ça, on y va comme on a envie. Et puis tant qu'on n'a pas de rappel de coup de collier en disant, là t'es sorti un petit peu trop de ton territoire et t'as pas le droit d'aller là, tant qu'on me disait rien, on y allait quoi en fait. C'est même un peu issu, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu, on est un peu issu d'un POC, d'une expérimentation au tout départ. On ne savait pas où est-ce que ça allait amener, quoi. Et petit à petit, on a fait des choses qu'on n'avait jamais faites. On s'est risqué à travailler avec des gens avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. Et puis ça s'est passé bien. On a continué, on s'est fait des convictions, on a progressé. Et petit à petit, on en est là aujourd'hui, quoi. Ok, merci. Comment motiver les magasins pour faire appel à Calme? Alors là, c'est une question un peu compliquée. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui déjà viennent d'eux-mêmes et qui sont venus même avant les OKR. Parce qu'en fait, il faut se dire aussi que dans les OKR qui ont été posés stratégiques de l'entreprise, il y en a un qui est l'ensemble 100% des managers formés à Q2 2021. Et donc, ça inclut tous les managers des magasins. Et donc, il y a des magasins, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des convictions dessus et qui avaient envie de se lancer et qui savent, avec des DM qui sont moteurs, qui sont sponsors, des directeurs de magasins, pardon, DM, qui sont sponsors et moteurs. D'autres qui doivent peut-être le faire parce qu'il y a un OKR national qui dit qu'ils doivent le faire. Et parfois, ceux-là sont aussi convaincus en le faisant. C'est-à-dire que quand on fait la journée de sensibilisation, de formation et de mise en mouvement, ils se rendent compte qu'il y a un intérêt fort et qu'ils voient bouger les choses au travers des démos. Donc il y a ceux-là, et après il y a peut-être ceux qui sont un peu peut-être moins embarqués que les autres, mais qui le font peut-être juste parce qu'ils doivent signer l'objectif, quoi. Mais voilà. Après, on peut, étant donné le périmètre géant des magasins, pour nous c'est difficile après de tout suivre. Donc c'est cette difficulté peut-être qu'on a à l'heure actuelle, c'est comment suivre ou comment aider ceux qui sont peut-être en souffrance. Mais on ne peut pas suivre 140 magasins en parallèle. Enfin, en tout cas, à notre niveau, à notre capacité, quoi. Et après, pour la catégorie de magasins qui sont peut-être moins en vie que les autres, naïvement, j'ai envie de me dire qu'il y en a très peu, voire pas du tout. Voilà. Mais tu es un éternel optimiste. C'est ça. Très bien. N'hésitez pas à laisser un feedback sur le rôti. On a mis la slide juste après. Ben, passe peut-être la slide d'après. Ouais, en attendant la réponse aux dernières questions. Après, de toute manière, on est dispo dans la journée, donc si vous voulez nous croiser, il n'y a pas de souci. On a encore le temps pour des questions ou pas, Julien? On a encore une petite minute. Je vais prendre la dernière question, qui est est-ce que l'accompagnement d'une équipe se fait avec un seul Calmos, ou bien avec un référent Calmos, ou bien avec plusieurs intervenants qui se suivent? Alors, une des règles dépend. Ça dépend. Alors, souvent, si ça commence par un bilan de santé, c'est un atelier qu'on va faire à 2 coachs, histoire aussi d'avoir un regard croisé entre nous et pas d'être peut-être biaisé par une observation qu'on a pu faire ou autre. Et après, souvent, on a une personne qui fait plus le suivi, quand même, qui va suivre une équipe, mais qui va toujours s'appuyer sur le collectif. Si à un moment donné, on a besoin de prendre du recul, on ne sait pas toujours, on ne sait pas tout et on ne sait pas exactement comment orienter notre accompagnement. Donc, on va s'appuyer sur le collectif. Et souvent, dans des ateliers, on peut être en binôme, mais il y avoir une personne qui va rester le point de contact privilégié d'une équipe et qui va la suivre dans la durée. Ouais, c'est ça, mais clairement, on s'est toujours donné cette règle-là, de toujours essayer d'être en binôme, travailler en pair, pour justement, tu as raison, ce regard croisé. Et puis c'est aussi, par back, ça peut back-upper aussi si jamais une personne est absente, etc. C'est ça. Okay, tout en s'appuyant sur les autres si nécessaire, quand on avait besoin de plus de personnes. Voilà.
Merci Très bien. beaucoup. Merci beaucoup. Ce sera la dernière question. Il y en a encore d'autres qui ont été posées, mais j'invite effectivement les personnes à venir. Ouais, on est Ah, bien. vous On avez va se balader repéré- toute la journée. Donc, Vous avez n'hésitez pas. repéré nos pseudos, hein, c'est Guimau et Benache et Antoine. Antoine. Par contre, s'il y en a plusieurs. Je peux changer en disant Antoine Calme. Voilà, comme ça, au moins, ce sera. Il y a une longueur. Ouais, il y a une longueur limitée. Ouais. On peut mettre Guy Calme, Ben Calme et Antoine Calme. Ok. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci à tous. à bientôt. Donc, je rappelle que la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube de Noragie. Elle sera publique. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre talk et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.